Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est ce que je dis à mes élèves, mes étudiants quand je commence. Et je vais commencer par une devinette, une petite question. Quel est, à votre avis, le point commun entre un prof, un enseignant et un manager, un directeur, un chef d'entreprise? Bien, tous les deux sont amenés à travailler en équipe avec des collaborateurs, avec des clients, des fournisseurs ou avec des élèves, des collègues de classe. Et pourquoi un enseignant aurait la visite d'un chef d'entreprise ou d'un manager dans une école? Sans doute pas pour venir voir ce qui se passe en amphi. Dans mon amphithéâtre, je n'ai jamais de visite de manager, jamais de visite d'entrepreneur, parce que c'est un cours normal, un prof devant les élèves. Par contre, dans ma classe renversée, qui existe depuis 7 à 8 ans, eh bien, il se passe des choses incroyables. Ce qui se passe dans cette classe, c'est que lorsque vous rentrez, vous y trouvez 65 profs et un seul élève. Puisque tout a été transformé. Les étudiants, on leur a dit tout simplement, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Alors, enseignez-moi la génétique. Donc je suis prof de génétique, j'enseigne à l'université, et depuis des années, je fais mon cours classiquement, et j'aime le faire. Donc je n'ai pas de problème avec les étudiants, j'ai des PowerPoint, j'ai un amphi, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis il y a 7 ou 8 ans, à force de travailler avec des entreprises en utilisant des méthodes de design, design thinking, co-design, en observant qu'on avait des résultats, je me suis dit, mais pourquoi ne pas tenter de renverser la classe et de transformer les étudiants en collaborateurs? Je leur ai donc proposé la classe renversée, une classe dans laquelle l'interaction entre les élèves est maximale. Le but n'étant pas qu'ils soient meilleurs aux examens, le but n'étant pas de les classer, de leur mettre des moyennes, bien qu'on leur mette des notes, mais le but étant d'augmenter les interactions entre eux. Il y avait beaucoup trop d'étudiants consommateurs. Et d'ailleurs, dans mon travail aussi de créateur d'entreprise, avec les entreprises que j'accompagne, on s'aperçoit que souvent dans des réunions, dans des groupes de travail, on retrouve les règles de la classe. L'expert qui parle, qui explique, le PowerPoint qui défile. Vous savez, le fameux PowerPoint prompteur, celui devant lequel on s'endort au bout de 10 minutes, mais on se dit, on aura le document à la fin de la réunion. Mes étudiants, c'était pareil. Hein. S'ils s'endormaient en cours, on aura le PowerPoint à la fin. Ici, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de cours. Do it yourself, faites tout par vous-même. Devenez les profs, je suis l'élève. Ça veut dire quoi, monsieur? Devenez les profs, je suis l'élève. Vous faites tout. C'est vous, les étudiants. C'est vous qui ferez les cours, c'est vous qui les construirez, c'est vous qui les écrirez, c'est vous qui ferez les plans, qui passerez au tableau, qui ferez la classe, c'est vous qui créerez les interrogations, c'est vous qui allez organiser les examens, c'est vous qui allez distribuer les sujets, remplir les copies, corriger les copies, faire les moyennes, tout. Et vous, monsieur, vous ferez quoi là-dedans? Moi, je suis votre élève. Donc, vous êtes les enseignants et je suis le seul élève. Et vous avez de la chance, je suis un bon élève en génétique. Donc, je vais vous poser des questions intelligentes. Donc mes élèves co-construisent le cours. Ce n'est pas une classe inversée. Dans les classes inversées, on donne les documents, on donne les cours, tandis que dans la mienne, j'arrive sans rien. Ce sont les étudiants qui construisent l'ensemble du cours. Avec des entreprises, lorsqu'on travaille sur des COMEX, des comités de direction, des groupes de travail, eh bien on utilise aussi ces méthodes-là. À chaque fois que vous m'entendez prononcer le nom prof, pensez manager, directeur, directrice. À chaque fois que vous m'entendez prononcer le mot élève, étudiant, pensez collaborateur, client, fournisseur. À chaque fois que vous m'entendrez parler d'amphi, pensez à salle de réunion. Si je parle d'école, pensez à entreprise, pensez à votre département, une business unit ou autre. Donc mes étudiants ne sont pas répartis au hasard, ils sont mis en équipe. Le casting est super important. Dans chaque équipe, il y a des étudiants plutôt bons en génétique, moyens ou mauvais. Alors, il n'y a jamais d'étudiants mauvais, mais des étudiants qui ont des meilleures notes ou qui sont plus ou moins adaptés à l'éducation. Donc je mélange, c'est des équipes de 5 ou 6, 6 étant le chiffre magique, je mélange dans chaque équipe des étudiants plus ou moins adaptés au système universitaire. Et puis on va travailler avec des méthodes collaboratives, pour être plus exact, des méthodes co-élaboratives. Parce que dans la collaboration, on travaille, il y a une certaine liberté. Dans la co-élaboration, le co-design, il y a des méthodologies. On peut travailler avec de la divergence, de la convergence. On va adapter au cours de génétique des méthodologies qui fonctionnent très bien en atelier créatif. Et donc les étudiants, quel que soit leur niveau, et imaginez dans une entreprise des experts ou moins experts, quel que soit leur niveau d'expertise, de hiérarchie,
peuvent participer, non pas à mon cours de génétique, mais à des réunions co-élaboratives pour créer des idées ou résoudre des problèmes. D'ailleurs, mes étudiants ont beaucoup de problèmes à résoudre. Comment fonctionne une cellule? Comment un virus affecte une bactérie? Quelle est la différence entre un vaccin à ARN messager et un vaccin à protéines recombinantes? Voilà le genre de problème auquel ils s'attaquent. Alors ils vont utiliser des méthodologies qui ne sont pas utilisées habituellement en classe. On va travailler avec des cartes mentales, on va travailler avec des maquettes. Je vais les faire travailler debout, assis. Ils occupent l'espace comme ils le désirent. On peut travailler avec des grandes feuilles de papier, avec des murs en Velleda, avec des tableaux aimantés, et même, je vais vous surprendre, avec des ordinateurs et du numérique. Parce que depuis 1 an et demi, cette classe, qui était en présentiel, est passée en distanciel. Et l'année prochaine, elle sera hybridée, présentiel, distanciel. Je terminerai par cela. Donc les étudiants doivent chercher les informations, trier avec discernement, choisir ce qu'ils veulent présenter. Depuis 8 ans, ils ne me réinventent pas la molécule d'ADN, bien sûr, mais depuis 8 ans, ce qu'ils produisent est un peu différent de ce que produisaient les étudiants des années précédentes. Et on a fait ça avec des entreprises ou des collaborateurs. On a parfois coupé des réunions en deux, et on a demandé à 2 types de réunions de résoudre le même problème. Eh bien, on observe des types de solutions proposées très différentes, voire même complémentaires. Des méthodes d'équipe sont intéressantes si vous faites aussi travailler les équipes entre elles. Donc, les équipes d'étudiants, donc vous voyez, 65, 70 étudiants dans ma classe, je peux avoir entre 8 et 10 équipes, eh bien, il y a des tas d'exercices où on fait collaborer les équipes ensemble. Celle-ci vient du monde de l'entreprise et je l'ai adaptée à l'éducation. C'est amusant parce qu'il y a des entrepreneurs qui viennent me voir en classe, puisque ma classe est ouverte, et qui me demandent « On peut utiliser cette méthode dans l'entreprise ?» Je dis « Oui, elle vient de l'entreprise. » Ça s'appelle la méthode des tableaux tournants. On peut appeler ça aussi la méthode des dossiers enrichis. En quelques mots, je pose une question à mes élèves et ils vont commencer à y répondre équipe par équipe, tableau par tableau. Et toutes les 5 minutes ou les 3 minutes, on fait des rotations. Et les équipes continuent à résoudre le problème en travaillant sur ce qu'ont construit les équipes précédentes. Pour être très clair, l'équipe 2 se retrouve devant le tableau de l'équipe 1 et doit continuer sa réflexion en l'enrichissant. À la fin de 2-3 rotations, on se met tous autour du tableau et on va choisir quel est le tableau le plus complet. Et là, moi, le bon élève de la classe, le seul élève de la classe, je vais leur poser des questions et ils vont répondre en groupe. Dans une équipe d'élèves, on va retrouver les mêmes typologies que dans une équipe de collaborateurs. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent très peu, il y a des experts, il y a des chefs, des moins chefs. C'est exactement la même typologie. Donc il faut s'arranger parfois pour éteindre un peu les dominants et pour réveiller un peu les dominés, en termes de génétique. Donc ce que je fais, c'est qu'on organise de manière aléatoire des mouvements, des rotations, on appelle ça des ventilations, il y a des tas d'exercices qui existent, de manière à changer un élève d'un groupe sur un exercice. Je peux vous dire qu'un dominant dans une autre équipe, ça le calme, et un dominé dans une autre équipe, ça le réveille. Évidemment, à chaque fois, les étudiants, il y a une méthodologie, je veux dire, rien ne se fait au hasard, ça a l'air très, très libre quand vous rentrez dans la classe, mais c'est assez bien organisé. Alors le prof n'a plus de copie à corriger. Je ne corrige plus de copie puisque c'est moi l'élève. Par contre, j'ai des devoirs à faire à la maison, c'est le contraire. Donc les étudiants construisent les questions, et moi je réponds aux questions. Si les questions sont bien construites et que le travail est bien fait, je réponds bien, j'ai une bonne note. Si les questions sont mal construites et que je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de boulot, je réponds mal ou pas, ou peu, et j'ai une mauvaise note. Ah, ils doivent me noter. Hein. Donc autrement dit, quand j'ai une bonne note, eh bien, ils ont fini le travail. Par contre, quand j'ai une mauvaise note, ils doivent me donner la correction. Alors là, ça leur donne du travail en plus. Donc plus mes notes sont élevées, moins ils ont de boulot à faire à la maison. Donc les étudiants construisent les questions, ils construisent les sujets d'examen. Le jour de l'examen, ils connaissent toutes les questions, tous les plans, toutes les réponses. On a organisé une véritable tricherie obligatoire, Russian 11 à l'université. Alors on me dit à quoi ça sert d'organiser un examen, un concours. Un peu comme mes collaborateurs, lorsqu'on organise des réunions de travail, ils choisissent les sujets. On l'a fait à distance, donc quand il y a un problème dans un groupe, quand on ne comprend pas une notion, eh bien ils vont voter. Par exemple, moi je récupère les votes le mardi soir, et je sais le mercredi matin le genre de questions ou les points sur lesquels je dois travailler. Alors évidemment, je m'arrange aussi pour expliquer des choses importantes qui n'ont pas suscité de questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils passent 2 heures avec moi, eh bien, il y a au moins 1 heure et demie sur des sujets qu'ils ont demandés. Et là, ça augmente leur intérêt. Donc, je découvre le mardi soir, parfois, le sujet que je vais traiter le mercredi matin. Et puis, comme je vais les faire travailler, eh bien, on le traite ensemble.
Alors à des moments, bien sûr, ça bloque. À des moments, ils sont limités en termes de compréhension. Donc le prof redevient normal. D'ailleurs, ils s'en privent pas. Ils viennent me voir, ils me disent « Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie, pendant un quart d'heure, est-ce que vous ne pourriez pas redevenir normal et repasser au tableau ?» Donc j'alterne des séquences très courtes, hein, un quart d'heure, 10 minutes de cours magistral, que je plug dans mon cours de 2 heures. Et là, comble de la surprise, j'ai 100% d'attention. Oui, parce que je leur dis, vous savez, je vais vous parler 10 minutes, pas plus, et ce que je vais vous dire, c'est super important. Alors ils écoutent. Et même des fois, quand c'est fini, il y en a qui disent, continuez un peu de cours magistral. Et donc, je les refais travailler. Cette alternance entre le cours magistral et la classe renversée, eh bien, fait qu'il y a quelque chose qui se passe, où les élèves sont intéressés à un moment donné, eh bien, ils vont écouter l'enseignant. Vous savez, le temps d'attention maximal d'un speaker face à un speaker ou un prof, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, vous perdez des gens. En ligne, à distance, c'est pire, hein, c'est 3 à 4 minutes. Alors on fait des présentations très originales, et les étudiants commencent à savoir les manier. Par exemple, on fait des PowerPoint muets, on fait des ping-pong, des battles, des karaokés, des fresques. On a des tas de noms d'exercices très différents. Ici, vous avez le PowerPoint muet, il est extraordinaire. On prend la photo ou le schéma le plus important, on le projette, et par équipe, ils réfléchissent. Qu'avez-vous compris de ce que je suis en train de vous projeter? Il n'y a pas d'explication. Avez-vous des questions à poser? Et ils sont obligés de poser des questions sur quelque chose qu'ils essayent de comprendre en équipe. Et puis vous avez un autre exercice qui marche super bien, et je le conseille souvent en comité de direction, ça s'appelle « Trouver l'erreur ». Là, je leur dis, voilà, pendant 15 minutes, je vais vous expliquer un phénomène très intéressant, important. Mais il y aura 2 erreurs. Je vais introduire 2 erreurs dans ma démonstration. Vous n'aurez jamais les réponses. Charge à vous de les trouver. Par contre, si je trouve l'une de ces 2 erreurs dans une copie ou à l'examen, c'est 0 à tout l'exercice. Koh-Lanta, vous savez, le conseil à éliminer l'élève. Eh bien, les élèves ont une attention maximale. Imaginez un directeur administratif et financier qui dit « je vais vous présenter le compte de résultat », mais il y a 2 erreurs, et vous ne les saurez pas. C'est à vous de les trouver. Bah déjà, alors peut-être qu'au niveau gestion, c'est compliqué, mais nous, on l'a fait au niveau stratégie ou au niveau résolution de problèmes. Je peux vous dire que lorsque vous demandez aux personnes de trouver l'une des erreurs dans une présentation, il y a un niveau d'attention qui est maximal. À la fin de chaque cours, les élèves évaluent le cours, tous les cours sont évalués, ils vont dire ce qu'ils ont aimé et pas aimé. En fait, ils vont toujours mettre 10 sur 20. Donc ils vont évaluer le cours, le prof, et ils vont dire 20 sur 20, j'ai adoré cet exercice et pourquoi? 0 sur 20, j'ai détesté cet exercice et pourquoi? On le fait en réunion, on peut faire une réunion de travail, en équipe, au laboratoire ou ailleurs. À la fin de la réunion, on prend 3 minutes, quels sont les points positifs que vous retirez de la réunion, quels sont les points négatifs? Mais c'est obligatoire de mettre un point positif et négatif. C'est-à-dire que je ne demande pas l'avis. Vous êtes obligé, si tu as adoré le cours, tu dois trouver un point négatif. Et si tu as détesté le cours, tu dois trouver un point positif. Donc à la fin de chacun de mes cours, je récupère 65 opinions positives et 65 opinions négatives. Et je ne peux progresser et innover qu'avec les opinions négatives. Les opinions positives, c'est très content, super, on continue. Mais la classe renversée évolue. L'innovation ne peut fonctionner que si elle tient compte du retour des usagers. Donc un mot-clé sans lequel il est impossible d'innover en classe ou impossible d'innover en management, impossible d'innover en quoi que ce soit, c'est la confiance. Si vous ne faites pas confiance aux élèves, si vous ne faites pas confiance aux collaborateurs, si vous ne vous faites pas confiance entre vous, ne cherchez pas. Prenez des méthodes un peu plus autoritaires, dirigistes ou autres, des règles. Mais cette façon de travailler ensemble, de coélaborer, ne peut fonctionner que si vous avez une totale confiance entre vous. Deuxième mot-clé, l'expérimentation. Il ne suffit pas d'avoir une idée et de dire « tiens, je vais renverser ma classe », il faut l'expérimenter. Donc c'est le test and learn. La créativité, l'idée un peu originale, ne devient une innovation que si vous mettez en pratique. Parce que l'innovation, il y a beaucoup de définitions, hein, mais l'innovation, c'est juste la rencontre de l'idée avec la main de l'utilisateur. Il faut qu'il y ait un usage. Donc mes élèves, eh bien, ils ont pris la classe en main. Ce qui est important aussi, et c'est vrai aussi bien en réunion de travail qu'en cours, à l'université ou à l'école, il faut arrêter le bourrage de crâne. C'est-à-dire qu'il y a 25 000 points à l'ordre du jour, et moi dans mon cours, c'est un cours de 2 heures, je dois leur expliquer 36 000 choses. Ils vont en revenir qu'à la moitié. Donc arrêtons de remplir des têtes et faisons travailler et coélaborer les élèves. Vous savez, je vais vous dire, depuis 7-8 ans, mes étudiants, ils co-construisent ensemble 70%, 75% du cours, et plus 100%.
Mais avant, quand je leur faisais cours et que je leur envoyais 100% du cours, ils en retenaient que 65, 70 ou 80. Et c'est la même chose. Ils co-construisent exactement ce qu'ils comprenaient avant quand je faisais un cours magistral. L'hybridation, ça c'est le terme le plus important. Hybrider. Pour que ça soit efficace, vous devez alterner, hybrider des méthodes classiques avec des méthodes innovantes. Donc, les élèves en cours collaboratif vont apprécier les 15 minutes de cours magistral, et même s'ils se retrouvent devant un prof qui fait un cours normal, ils vont poser des questions. Et inversement, ils vont reprendre le goût à la lecture, lire, travailler. Donc l'innovation pédagogique, exactement comme l'innovation dans le management, n'est pas contre la méthode classique. On entend dire il faut innover, arrêtons, le monde a changé, changeons de méthode. Moi je pense qu'il faut hybrider, et si vous restez classique et que vous n'innovez qu'à 10, 15 ou 20%, ce que l'on fait, eh bien ça suffit à fonctionner. Hybrider, c'est aussi le présentiel et le distanciel. Mes élèves travaillent à distance, ils travaillent en classe. Vous faites du télétravail, je fais du télétravail, mais aussi, on travaille aussi en présentiel avec les collègues. Eh bien, on remarque que si on reproduit exactement la même façon de travailler en présentiel et à distance, dans la majorité des cas, on dégrade le service. Donc si vous faites des cours à distance de la même manière, les élèves préfèrent le cours en présentiel. Par contre, moi, en présentiel et en distanciel, j'ai trouvé des exercices avec mes étudiants, parce qu'ils participent, qui fonctionnent mieux à distance qu'en présentiel. Et à l'inverse, il y a des méthodologies en présentiel qui ne marchent pas à distance. Donc si vous faites du télétravail en équipe, eh bien regardez ce qui peut fonctionner à distance, ce qui fonctionne en présentiel, et hybridez de manière à ce que ça soit complémentaire. Voilà, et pour terminer, il y a les fameux résistants au changement. Ça, c'est mes préférés. Il faut lutter contre la résistance au changement quand on veut innover. Foutaise, hein. Moi j'y crois pas du tout, et je vais même dire le contraire. Ma conviction, c'est que si on lutte contre la résistance au changement, on ne peut pas innover. Pourquoi? Parce que les résistants au changement, déjà, ils sont plus nombreux que ceux qui veulent changer. C'est pas vrai dans ma classe. Dans ma classe, quand je leur dis on va faire de la classe renversée, les résistants, c'est 10%. Hein. C'est les élèves qui sont adaptés. Mais dans le travail ou dans d'autres types d'activités, les résistants au changement sont plus nombreux. Seulement les résistants au changement, ils ont l'expertise. Ils savent travailler d'une certaine manière et de manière efficace. Donc il faut les inviter et travailler avec eux. Il ne faut pas les stigmatiser. Donc mes bons élèves, ceux qui sont adaptés, je les répartis dans les équipes différentes et ils vont contribuer, et je leur demande de contribuer de manière à ce que la note de l'équipe soit meilleure. Ensuite, ils préfèrent quand même le cours classique. La résistance au changement, il préférera toujours sa méthode. Mais si vous êtes capable de travailler avec eux, et donc d'hybrider la contribution de résistants au changement qui ont raison, hein, ils n'ont pas plus raison que tort, hein, parce que moi ça m'arrive de résister au changement sur des niveaux d'expertise, et à d'autres moments de me lâcher complètement. Donc les résistants au changement, c'est un faux problème. Il y a deux profils, si vous voulez innover. Pour innover, il y a deux profils avec lesquels vous êtes obligé de travailler. Les usagers, vous ne pouvez pas innover sans l'usager, et vous ne pouvez pas innover sans les résistants au changement. Voilà, l'hybridation, en fait, pour conclure, elle se fait aussi un peu dans la tête, même si le biologiste que je suis vous dit qu'il n'y a pas d'hémisphère droit et d'hémisphère gauche tel quel, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est parfois essayer, si vous pouvez, de renverser un peu vos réunions, vos façons de travail, en espérant que ça ait pu vous inspirer. Voilà, je vous remercie.